Jardins et châteaux ont marqué l'histoire du Val-de-Loire. Une histoire que connaît bien Adrienne Barthélémy. En tant qu'architecte des bâtiments de France en Indre-et-Loire, forcément, toute la question du paysage et aussi des jardins est essentielle pour bien concevoir ce territoire dans lequel s'est écrit une grande part de l'histoire des jardins. C'est vrai que plus je m'y intéresse, plus ce sujet me passionne et il est particulièrement riche dans ce territoire de la Touraine. Je commence à voir Chaumont là-bas. Adrienne participe à l'attribution du label très convoité de Jardins remarquables. Un label dont bénéficie le château de Chaumont-sur-Loire, renommé pour son festival. Chaque année, à partir d'un thème, une quarantaine de jardins contemporains sont créés par des concepteurs du monde entier. Et donc Chaumont est vraiment la référence en matière de création paysagère aujourd'hui. Déjà au XIXe siècle, l'aménagement du parc autour du château crée l'événement. Quand le prince de Breuil est propriétaire du château, il fait démolir le village qui était vraiment tout contre le château et le fait reconstruire au pied de la Loire, et ce qui permet de dégager un peu le château et surtout sa vue vers la Loire. Et il crée un parc romantique tout autour du château. On voit bien ce parc à l'anglaise fait d'arbres exotiques, des cèdres et puis des allées sinueuses. La Loire attire les rois de France dès le XVe siècle. À cette époque, la Touraine est surnommée le Jardin de la France. Il y a à l'époque une terre qui est déjà riche en culture, qui est accueillante aussi par son climat et qui donc a été dénommé Jardin de la France, qui le devient encore plus quand les rois de France s'y installent. Charles VIII, en revenant des guerres d'Italie, commence à apporter cette culture de la Renaissance, de châteaux et de jardins d'apparat. C'est le coup d'envoi d'un mouvement qui va marquer la Touraine. Pendant 2 siècles, les rois vont y aménager des domaines extraordinaires. Chambord, construit par François Ier, est un des exemples les plus impressionnants. Adrienne survole pour la première fois les parterres restaurés en 2017. Ces jardins avaient été abandonnés au cours du 19e et du 20e siècle et ils ont été restitués après de longues campagnes de fouilles archéologiques qui ont permis de mieux comprendre la construction des abords du château pour rendre ce terrain plus sain, plus propice justement à la construction de ces parterres. Autour du château, la rivière Causson a été canalisée sous Louis XIV. C'est vraiment une démonstration de maîtrise du territoire par l'aménagement de douves, de parterres, de jardins à la française. Et puis ce grand canal latéral qui permet donc de récupérer toutes les eaux et de rendre sain ce terrain qui au départ est assez marécageux. L'avion rejoint le Cher, un affluent de la Loire.
il s'approche d'un château célèbre pour sa fameuse galerie qui enjambe la rivière, Chenonceau. Ici, le label Jardin remarquable distingue ses impressionnants parterres de style Renaissance. Ce château, il a aussi une histoire particulière. C'est un château que Henri II donne à sa favorite Diane de Poitiers, qui fait construire un jardin à l'italienne, bordé de grands murs avec ce cheminement qui permet de surplomber le Cher d'un côté, le jardin d'Abarat de l'autre, fait de parterres totalement géométriques. C'est vraiment la nature maîtrisée par excellence. On passe d'une conception du jardin clos médiéval, qui est un jardin uniquement nourricier, à des jardins décoratifs qui sont là pour montrer la puissance et pour mettre en valeur les châteaux. Donc, ces jardins de la Renaissance, ils sont le début d'une construction de l'histoire des jardins pour eux-mêmes. Au fil des siècles, les seigneurs rivalisent pour créer les jardins les plus spectaculaires et n'hésitent pas à faire appel aux plus grands noms de l'époque. Adrienne aborde le château de Rigny-Hussé, construit sur les bords de l'Indre, un autre affluent de la Loire. Ces jardins sont caractéristiques du XVIIe siècle. Le jardin est constitué de terrasses. Ces terrasses, elles ont été construites par Vauban et les parterres qui agrémentent ces terrasses, on pense qu'ils ont été dessinés par André Le Nôtre. Donc c'est typiquement un jardin à la française, non seulement parce qu'il y a ces parterres géométriques, mais aussi parce que tout est organisé le long d'un grand axe qui va jusqu'à l'Indre et même jusqu'à la Loire, qui permet de dominer le grand paysage et qui permet au châtelain de montrer toute sa puissance. Tous ces châteaux viennent se blottir contre le coteau, souvent à mi-pente, parce que ça leur permet d'être en belvédère. Le mot belvédère venant de l'italien belvedere, voir le beau. L'architecte termine son parcours en remontant le cours de l'Indre. Au passage, elle survole le château de Lillette, un petit joyau romantique. C'est étonnant que des lieux d'une telle beauté soient encore assez peu connus. Et la multitude des châteaux fait que des châteaux restent toujours à découvrir. Il y a vraiment un niveau de qualité dans ce territoire de la Touraine qui est assez exceptionnel. Parmi ces petits châteaux de Touraine, plus confidentiels, il en est un qui cache un jardin unique en Val-de-Loire. Voici le domaine de Valmer. Avec sa succession de terrasses, il est un des seuls à avoir conservé son dessin à l'italienne, directement hérité de la Renaissance. Ce magnifique jardin est le terrain d'exploration d'une paysagiste réputée, qui en a fait un conservatoire. En 2014, Alix de Saint-Venant se lance dans une nouvelle aventure avec son fils. Une collection de fleurs comestibles. J'enlève les fleurs fanées des hémérocalles, parce que hémérocale, ça vient du grec et ça veut dire beauté d'un jour. Alors, ce sont des magnifiques fleurs, mais qui ne vivent qu'un jour. En revanche, l'avantage des fleurs non fanées, c'est qu'elles se mangent. Et la fleur elle-même, on mange les pétales, délicieux, craquants. Et les étamines et le pistil, ça a le même goût, mais c'est un côté plus croustillant et c'est plus charnu. Donc c'est pas la même matière. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'eau dedans et c'est beaucoup plus croustillant.
Puis à la fin, quand on a fini de le manger, ça vous tapisse la bouche d'un léger poivré. Donc en fait, c'est une fleur qui n'est pas sucrée, qui est poivrée, pour finir. Parmi les nombreuses variétés du jardin, Alix a fait une découverte inattendue. Ici, ce sont des fruits de nigelle, qu'on appelle la nigelle de Damas. Alors la fleur elle-même n'est pas comestible, mais c'est une très jolie fleur bleue, bizarrement poilue. Et ça donne un fruit. Quand il est bien sec, dedans, les graines, ce sont des graines noires. Des petites graines noires qui ressemblent à des grains de poivre, en fait. Alors c'est croustillant, vraiment des graines. Un incroyable parfum de fraise. Alors ça, très amusant. Vous servez par exemple une glace à la vanille et vous mettez ça dessus. Les gens disent elle est folle, elle met du poivre sur sa glace. Et pas du tout. La glace à la vanille prend un goût de fraise. Alix a restauré ce potager historique il y a 20 ans, selon un plan du XVe siècle, à 4 carrés. Alors d'ici, quand on arrive en haut de cet escalier, on découvre l'ensemble de ce jardin potager qui est exactement 1 hectare. C'est pas compliqué, si on veut savoir ce que ça fait 1 hectare, on a ça dans les murs. Et c'est la taille classique d'un potager de château. Ça permettait de nourrir environ 40 personnes. Je pense que c'est d'abord un dessin technique, parce que si vous voulez faire pousser des légumes et les produire, c'est plus facile s'ils sont en rang. Donc vous avez des lignes droites, donc vous avez un carré. À l'époque, vous arrosez qu'un arrosoir, donc c'est plus commode si le bassin est au milieu, pour ne pas avoir trop de distance à faire, du point d'eau à la carotte que vous devez arroser. Et je fais partie des gens qui pensent qu'un dessin techniquement juste est forcément beau. Alix de Saint-Venant a aussi restauré le reste du parc, en conservant son architecture typique du style italien de l'époque. Ici, nous sommes sur la plus haute terrasse de Valmer, qui domine de plus de 20 mètres les douves et qui ouvre sur le grand paysage et l'ensemble des jardins. L'idée, c'est que vous êtes en balcon sur le paysage. Sur la vallée, sur le vignoble, sur le coteau d'en face. On se sert du paysage pour le faire rentrer dans le jardin. Et en même temps, selon 2 axes très simples, sud-nord et est-ouest, avec l'axe d'arrivée qui est l'avenue de 500 mètres de long qui s'ouvre sur un portail. Et après, on passe un pont sur les douves et on arrive à la terrasse du château. Tout cet axe d'arrivée est forcément en pente parce qu'il faut arriver à cheval et en voiture à cheval. En revanche, tout l'axe est-ouest, lui, c'est une succession de terrasses horizontales qui se découvrent les unes après les autres, effet de surprise, toujours très important dans un jardin, jusqu'au potager, et qui, là, ne se découvre que quand on est juste à l'aplomb de ce potager. Il y a là 1 hectare de potager qu'on ne voit pas de nulle part dans ce jardin. C'est vraiment la preuve d'une grande science et d'une grande observation des proportions. Le défi de cette famille, c'est de restituer le domaine tel qu'il existait à la Renaissance. Alors là, on est en train de monter vers le point le plus haut du domaine, qui est le clos historique du parc, là où il y avait de la vigne dès le XVIe siècle et qu'on a replanté à partir des années 2001. Nous sommes en juillet. Jean vient surveiller ce vignoble de Chenin Blanc qui donnera du Vouvray. Dans les rangs, il vérifie l'évolution des grappes. Il espère produire un premier vin exclusivement issu des raisins de ce clos. On a une belle fructification sur les grappes. On voit qu'elles sont bien entières, bien régulières. La fleur vient de se terminer, donc elle est au stade de ce qu'on appelle les grains de plomb. Donc les grains ressemblent vraiment à des petites boules de plomb. Alors on voit que c'est bien homogène, donc on devrait avoir quelque chose d'assez sympa pour l'année. À partir du moment où on prend la décision de revenir sur le domaine familial, d'aider le lieu à continuer à vivre, on essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. C'était très important pour moi de pouvoir valoriser une parcelle qui n'était plus plantée. Ça permet de lier une histoire, la mienne, jeune vigneron, avec quelque chose d'historique depuis le XVIe siècle. Nous partons de l'autre côté de la Loire, à la découverte d'un lieu remarquable. L'été au château de la Bourdaissière est une saison clé. C'est le meilleur moment pour découvrir une collection gourmande, unique au monde.
Ce matin, le jardinier Nicolas Toutain reçoit Rémi Giraud, un chef cuisinier de renom. Tiens, je voulais te montrer cette variété-là. Là. Je l'avais mise bien en évidence à l'angle du massif. Il veut lui faire découvrir des saveurs inattendues. Cette tomate-là, vraiment, elle a un goût de miel, une sucrosité et un goût de miel qui est assez étonnant. Pourquoi pas la confire tout doucement pour relever un petit peu ce goût de miel et servir ça avec une petite poire fondante. Tomate et poire, ça fonctionne. Je suis sûr que ça fonctionne. Et celle-ci, pour moi, elle est extraordinaire. Vraiment une découverte, cette tomate-là. Chaque année, ce chef étoilé s'appuie sur l'expérience de son ami jardinier pour trouver l'inspiration dans ce jardin extraordinaire. Chez toi, la récolte, c'est toi qui t'en occupes? T'as du monde qui t'aide? Là, dans le potager de la Bourdasière, il y a 700 variétés. Cette collection, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a, donc on a acquis ces variétés petit à petit en faisant des échanges avec des collectionneurs, en allant en chercher dans le monde. Et il y a 20 ans, finalement, la tomate, c'était que de la rouge classique. Ah, la Saint-Pierre, la Marmande. Voilà, Saint-Pierre-Marmande. Enfin, tout le monde connaissait de la tomate rouge, ronde. Et là, toutes ces couleurs, toutes ces saveurs ont tellement surpris les gens qu'on s'est dit, on va faire de la Bourdasière un lieu pour découvrir la tomate, pour redécouvrir en fait, parce que toutes les variétés qu'on a ici, bon, il y a des variétés qui sont quand même très très anciennes, mais qu'on avait complètement oubliées. Ah, donc là, on va arriver dans la partie des tomates noires. Ouais. Il y a les noires de Crimée, mais il y a aussi toutes les noires indigo ou violettes qui sont très sympas. Là, on est sur Blue Rubies. C'est une variété qui est noire bleutée lorsqu'elle n'est pas mûre. Et lorsqu'elle va mûrir, elle va prendre une teinte beaucoup plus bordeaux. Là, je vais en cueillir une pour qu'on la voit bien. Voilà la teinte de cette tomate lorsqu'elle mûrit. Il y a peu de temps, ça fait juste 4 ou 5 ans que je l'ai dans la collection. Moi, je trouve une belle pointe d'acidité quand tu la coques. Tout à fait. Et puis après, il y a le côté Beaucoup de sucré parfum. qui arrive. Ah ouais. Ah, superbe, celle-ci. Superbe. Ce que je recherche, bon, première chose, c'est d'abord des calibres différents. Je recherche aussi des couleurs différentes et des textures et des saveurs. Nous, les cuisiniers, on aime surprendre avec des choses que les gens ne sont pas censés connaître. Parmi les curiosités du jardin, les variétés venues du bout du monde côtoient des tomates de Loire. Déplaçant des branches, tu vois, on arrive à mieux la voir là, comme ça. Une belle forme. Une forme assez originale. Et c'est marrant, c'est que tu as des calibres vraiment... Il y a des calibres très différents. Très différents, Oui, oui. oui. Mais moi, j'aime bien faire pousser des variétés locales parce que toujours, on s'inscrit dans un territoire, dans un terroir. Donc voilà, ça, ce sont des variétés, boulettes de Touraine, qui sont inscrites dans le terroir tourangeau. Donc elle est parfaitement adaptée aux conditions de climat et de sol qu'on peut avoir en Touraine. Le Val-de-Loire a toujours été un lieu propice au maraîchage de par les terres légères qu'on peut avoir ici, de par le climat qui est quand même assez clément. Et puis pour la tomate, c'est vrai que même si les tomates proviennent du monde entier, avec toutes ces variétés qu'on peut avoir partout dans le monde, elles s'adaptent toutes au climat tourangeau. On est dans le jardin de la France, hein. Exactement. La récolte terminée, le chef s'est installé dans l'espace dégustation du jardin. Pour une création gastronomique, 100% tomates. On est sur une type portugaise. Vous avez la fameuse Evergreen. Il faut des contrastes de couleurs dans l'assiette, c'est comme une peinture. Donc mes petites tomates au miel. Mon cheval de bataille, ce que j'adore, c'est montrer la diversité des tomates. Et au travers de nos assiettes, on éduque des palais, on fait découvrir des choses à nos clients. C'est la base de notre métier, c'est faire plaisir, mais aussi transmettre. Une chantilly de burrata pour évoquer la classique tomate mozzarella, que le chef arrose de jus aux notes de rose et de basilic. Et là, vous avez une quenelle de sorbet, qui est un sorbet evergreen avec de l'avocat. Et pour l'originalité, des petites pointes de purée de cassis. Alors, ce qui fait que quand vous allez plonger votre cuillère, vous allez avoir une sensation, une saveur, un goût et vos tomates mises en valeur. Et donc, Nicolas, je te laisse déguster tes tomates. Voilà. Quelle beauté, bravo. On sent déjà tout le travail qu'il y a eu pour monter une assiette comme ça. Hein.
Moi, ce que j'aime vraiment dans cette assiette, c'est qu'en fait, on retrouve à la fois toutes les saveurs des tomates qu'il peut y avoir ici dans le jardin de la Bourdesière, et en même temps, il y a toute la touche de Rémy, en apportant cette eau de tomate, ce basilic, ces notes de cassis qui viennent agrémenter et magnifier, en fin de compte, le goût de chaque variété. Et vraiment, c'est formidable. Sur les bords de Loire, l'architecte Adrienne Barthélémy a repris sa mission. En chemin, elle longe une cité historique. On arrive à Amboise, dans la ville royale où l'histoire du Val-de-Loire a commencé à s'écrire. C'est un paysage typique du Val-de-Loire. Il y a vraiment toutes les composantes. On voit la grande allée de platanes qui arrive à la ville, les perrés en pierre de taille, l'église Saint-Florentin, le pont, la ville basse et sur l'éperon rocheux, le château entouré de ses jardins. Ces jardins ont été restaurés récemment. C'est vrai qu'ils mettent en valeur le château comme ça l'était, d'autant qu'à Amboise, on a vraiment un tournant dans l'histoire des jardins. On passe d'un jardin clos à un jardin ouvert sur le paysage. On voit d'ailleurs des baies dans la partie haute du parapet qui sont des panoramas ouverts sur le paysage. Derrière la ville, le parc de Chanteloup recèle un vestige unique en son genre. L'héritage d'une mode lancée au XVIIIe siècle. On se trouve dans le domaine de Chanteloup, devant cette pagode, qui est vraiment un objet assez exceptionnel, étonnant dans les jardins du Val-de-Loire, puisqu'elle a été construite par le duc de Choiseul, qui était alors ministre du roi Louis XV, donc un personnage important, qui a mis en place cette pagode, parce que c'était alors la mode des chinoiseries. On avait une attirance particulière pour l'Extrême-Orient, pour cet exotisme qu'apportait ce vocabulaire chinois. La pagode de Chanteloup est ce que l'on appelle une fabrique, typique des jardins de cette époque. Cette construction pittoresque agrémentait le parc d'un château monumental détruit après la Révolution. La pagode de Chanteloup mélange vraiment le style oriental et le style classique de l'architecture du XVIIIe. Donc on retrouve la forme de la pagode avec ses systèmes d'étagement successifs, mais également un péristyle, c'est-à-dire une colonnade tout à fait classique, et ensuite un mélange d'art décoratif chinois et classique, avec d'abord un idéogramme chinois, puis cette petite frise à la grecque, un garde-corps avec des formes géométriques chinoises, une frise également chinoise, puis ces corniches avec des feuilles d'acanthe tout à fait classiques. Ensuite, on continue avec ces mélanges et jusqu'à la boule dorée qui est le symbole dans l'architecture chinoise de l'harmonie de l'univers. Je monte l'escalier d'origine de la pagode qui comprend les attributs du duc de Choiseul, la pomme de pin et puis ces deux C enroulés, un C comme Choiseul et un autre comme Croizat, le nom de sa femme. Adrienne monte jusqu'au 7e étage de la pagode, à 44 mètres de haut. De la terrasse, la vue domine l'ensemble du domaine d'origine. En 15 ans de travaux, le duc de Choiseul transforme le château et les jardins pour en faire une résidence comparable à Versailles, en taille et en splendeur. La pagode est le dernier élément à être construit en 1775. Le château se trouvait derrière ces bosquets. C'était un grand château qui malheureusement a disparu. Le duc de Choiseul fait aménager le jardin anglo-chinois et étrangement, il place la pagode de Chanteloup non pas au sein de ce jardin anglo-chinois, mais dans la grande perspective du jardin à la française.
Le domaine de Chanteloup est un bon exemple de transition entre un jardin classique et un jardin à l'anglaise, plus naturel, plus pittoresque. Dans le Val-de-Loire, on a vraiment tout un panel de jardins qui sont vraiment des éléments, des modèles dans l'histoire des jardins. Adrienne reprend la route vers un site qu'elle a contribué à rendre célèbre. Nous partons pour un autre jardin, le jardin remarquable de Chédigny, qui est vraiment très particulier puisqu'il s'agit en fait d'un village et non pas d'un parc de châteaux. Sur les 31 jardins remarquables de la région, c'est sans doute le plus original. C'est le seul village en France à bénéficier de ce label. La récompense a transformé la vie de la commune. C'est le premier, peut-être qu'il y en aura d'autres, premier village jardin remarquable. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une petite hésitation de la commission, un petit débat, puisque c'est un objet un peu unique, un peu à part, puisque finalement ce jardin est venu dans la structure du village. Vous voyez, les murs des maisons deviennent le support du jardin, donc les rosiers grimpent, vont même jusqu'à l'éclairage public. On a aussi des vivaces en pied de mur qui viennent s'ajouter aux rosiers, les mettre en valeur, puisque ici, la part belle est faite aux rosiers. Avec ses 1000 rosiers et ses 3000 vivaces, le village décroche le fameux label en 2013. Ici, c'est le lieu ouvert à tous, l'espace public, qui devient le jardin. Voilà un bon exemple de jardin privatif qui vient continuer l'espace de la rue, puisqu'il est fleuri finalement un peu de la même façon. Et cet espace, qui est un espace de représentation de la maison, eh bien, il vient en continuité, il donne de la profondeur à la rue. Il n'y a plus de césure entre l'espace public et l'espace privatif. Chaque année, pas moins de 100 000 visiteurs viennent découvrir Chédigny. Au point même parfois d'entrer dans les propriétés. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a plus de coupure entre l'espace public et l'espace privé. Les gens, parfois, il y a quand même une clôture, mais ils l'ont plus ressenti comme une barrière. L'embellissement du village a révolutionné la vie des habitants. Des commerces ont réouvert et aujourd'hui, c'est au tour de la Poste. En 20 ans, le village a séduit 40 nouvelles familles venues s'installer ici. Quittons le village de Chédigny, au sud de la Touraine, pour rejoindre le prieuré de Vauboin, à la limite du Val-de-Loire. Ce vallon secret est le lieu de création d'un jardinier hors du commun. Il est 7 h du matin. Thierry Juge profite de la fraîcheur pour travailler à d'étonnantes œuvres végétales. Toujours important de casser les angles. Il faut toujours beaucoup de rondeur dans ce genre de taille. Là-bas, je n'avais pas du tout prévu de faire une espèce de mouvement, j'allais dire un peu forme haricot. Et là, tout d'un coup, il va être creusé et il va devenir un peu plus vivant. Vous pouvez imaginer que là, il y a comme une tête et là, comme il y a un corps. À l'origine, ce coteau était couvert d'une forêt de buis sauvages, hauts parfois de plusieurs mètres. Depuis 10 ans, ce jardinier sculpteur les travaille inlassablement pour en faire une œuvre d'art. C'est vraiment une recherche, une quête sur la forme, c'est de la pâte à modeler, donc tu es tout le temps en train de pétrir, en train d'essayer de modeler. Il faut les tailler en permanence, parce qu'ils repoussent tout le temps. C'est du vivant. En peinture, à un moment donné, tu as le dernier coup de pinceau, alors que là, je n'aurai jamais le dernier coup de taille. Jamais, ça n'existera jamais.
C'est en taillant que Thierry trouve l'inspiration pour chacune de ses sculptures végétales. Là, je suis en train de découvrir une ouverture qui était pas là au départ, parce que ça va me permettre de voir justement le jardin du bas qui sert de toile de fond. Il faut toujours créer des perspectives, en fait, de toute façon. La sculpture, c'est un travail avec la lumière, d'abord. Donc justement, voilà, donc là, j'ai apporté de la lumière dans la sculpture et prendre beaucoup de recul, toujours, tu vois. Parce qu'en plus, l'inconvénient du buis, c'est que si tu fais une faute, elle est définitive. Tu te trompes de branche, c'est définitif. Ça pousse pas en 5 minutes. Et là, j'ai envie de creuser un peu. Non, ce qui est magique, c'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous un caractère propre. Ils sont pas... C'est pas des clones, tu sais, c'est pas des cultivars comme tu peux trouver quand tu achètes des buis, petits ou grands, qui ont toujours été taillés. On est dans l'imagination, dans le rêve, où en fait, ils sont libres, eux. Ils font ce qu'ils veulent, et après, à moi de les guider pour justement à ce qu'ils parlent entre eux et qu'ils communiquent, et surtout que ça fasse des ensembles, que ça puisse créer en fait des tableaux. Thierry a créé ainsi un ensemble de scènes étranges, en s'inspirant de différents univers artistiques. Ça, c'est le premier tableau, certainement le plus important. C'est-à-dire que je suis parti de notes, parce que là, c'est la partie musicale, en fait, de mon œuvre. Donc, tu as des notes, et quand tu regardes, elles vont commencer à se rapprocher, et là, elles vont commencer à créer des accords. Et il y a tout un mouvement. Je me suis amusé à peindre, à choler les troncs. La portée blanche comme ça, avec la lumière, ça te donne des reflets et ça te donne des ombres qui sont assez intéressantes. Et tout est aérien, c'est un souffle, il s'envole comme ça, tu vois. En fait, c'est un peu comme une symphonie, c'est un concerto de buis. Là, on va bientôt arriver dans le monde marin. C'est la partie la plus haute. On va arriver sur des choses très fines, comme des cactus ou comme des algues, comme ça, comme si c'était sous l'eau et que ça sortait. Donc là, il y a comme des crochets là, qui sortent. Ça, je me suis inspiré de la danse de Matisse. Ça, c'est quelque chose pour moi de magique. Je travaille des coraux. Il y a quelque chose c'est le mouvement qui m'intéresse, avec les densités plus ou moins importantes, avec des têtes qui sortent, avec des protubérances, ce côté dentelle. Là, ce sont mes geishas. Regarde, on a l'impression qu'elles sont soumises. Je veux dire, elles sont en inclinaison. La tête avec les deux, tu vois, les deux mains qui sont là. Je les aime beaucoup. On rentre dans l'imagination, on rentre dans le rêve, et chacun y voit ce qu'il veut, surtout. Quand Thierry Juge achète ce prieuré du XVIIe siècle, il s'attaque d'abord au jardin qui l'entoure, en s'inspirant du Moyen-Âge. Nous allons rejoindre le jardin du bas qui en fait est un Hortus conclusus. Hortus conclusus, c'est un jardin clos, entièrement clos, qui était en fait la représentation d'un paradis et qui était le jardin que l'Église avait imposé afin de sortir des tourments de la société et d'avoir une vie parfaite en Dieu. 4 parties composent l'Hortus conclusus, pour symboliser les nourritures terrestres et spirituelles. Là, c'est la partie des nourritures terrestres, c'est-à-dire que là, il y a le potager qui est symbolisé, et en face, le verger, qui est symbolisé par des cerisiers. Et de l'autre côté, on a les deux parties, on va dire, un peu plus spirituelles, c'est-à-dire le labyrinthe, qui est en fait le chemin de la vie, et le cloître, et l'eau court entre les 4 jardins. C'est en se retirant ici, loin du monde, que Thierry Juge a trouvé sa vocation de jardinier. Le jardinier, c'est le plus beau métier du monde. Il est dans une fusion totale avec la nature. Et cette fusion lui permet de comprendre que la supériorité de la nature est quelque chose qui le dépasse et en même temps, il arrive à l'apprivoiser et il arrive à la transcender. L'été se termine. Nous retournons au château de Valmer en plein mois de septembre. Une saison cruciale pour le domaine.
Face à une météo instable, Jean de Saint-Venant s'inquiète pour sa récolte. Il vient prélever des raisins pour savoir s'il peut lancer les vendanges. On met vraiment la main à l'aveugle dans le cep de vigne, parce que si on les choisit, l'œil est attiré par les plus mûrs. Et donc ça fausse le prélèvement. Alors parfois on cherche un peu la grappe, comme on y va à l'aveugle. Bah là on est sur des raisins qui sont en début de maturité. On voit que c'est des raisins qui sont très sains, on n'a absolument pas de pourri dessus. Il va maintenant analyser une centaine de grains pour connaître leur degré de maturité. Alors on voit les premiers jus se libèrent. Le verdict va tomber grâce à cet instrument qui mesure le taux de sucre du jus. On referme, hop. On voit bien que c'est pris et du coup on va regarder. Donc là on est sur du 12,5 degrés d'alcool potentiel en niveau sucre. Donc là 12,5 c'est parfait pour faire un sec. Donc c'est une parcelle qui va pouvoir être vendangée cet après-midi dans les meilleures conditions. Parce que là en ce moment on voit qu'on n'a pas de pluie aujourd'hui. Donc le raisin va être sec et on va pouvoir le presser et du coup à mon avis sortir une très belle cuvée de vin blanc sec. Le jour même, la machine à vendanger vient ramasser les précieux fruits. 4 heures plus tard, la récolte est transportée au château de Valmer pour y être triée et pressée dans les dépendances historiques. Sans attendre, Jean prélève le jus frais d'une des cuves pour un premier test incontournable avec sa mère. Alors, On va goûter le jus de presse du Clos du Parc qu'on a vendangé tout à l'heure. on sent déjà incroyablement les arômes, là. Hein. Pour moi, c'est un peu le même miracle que quand on mange, que ce soit des fleurs ou des légumes, dans le jardin. C'est-à-dire que la grappe était vivante et le jus, là, je trouve qu'il a l'air encore vivant. Voilà. Et ça, c'est assez magique. Hein. Dès la presse, on sent la richesse du vin, on sent la matière qu'il y a, on sent l'aromatique qu'il y a aussi, on sent la tension qui vient de l'acidité naturelle qu'il y a dans le vin et qui va permettre d'avoir un équilibre entre l'alcool, le très très peu de sucre qu'on va laisser, peut-être moins de 2 grammes, et un petit peu d'acidité pour garder toujours une pointe de fraîcheur et de vivacité dans nos vins. Voilà, c'est la marque des vins de Loire et encore plus du Chenin à Vouvray qui pousse sur ces terres argilo-calcaires, notamment avec le tuffeau. Ça va être bien ça. C'est sous les terrasses que le vin sera gardé. On est maintenant dans la cave de vieillissement des vins du domaine, qui est très ancienne parce qu'elle a été creusée dès le XVe siècle, dès que les premiers bâtiments ont été édifiés ici à Valmer. Mais la cave s'est trouvée menacée par la construction de ces terrasses au XVIIe siècle. On aperçoit très bien, à la fois en haut, notre partie en tuffeau, donc cette pierre minérale emblématique de l'appellation Vouvray et du Val-de-Loire. Et on aperçoit ici très bien ces pierres maçonnées en tuffeau elles-mêmes, qui sont venues en clé de voûte, qui sont venues consolider la cave, ce qui est quand même très très rare dans la région, parce qu'en général, on est vraiment directement sur le tuffeau. Jean rêve de retrouver le goût des vins de la Renaissance. Les techniques ont quand même beaucoup évolué, donc on ne va pas retrouver la même chose en termes notamment d'alcool, et ils faisaient des vins beaucoup plus légers. Mais c'est sûr, le Chenin, c'est le même. Donc on a la même aromatique, on peut imaginer que François Ier faisait la même tête que moi en buvant un verre de sec de Vouvray, c'est sûr. Le mois de septembre est aussi l'un des meilleurs moments pour profiter des jardins du château de Villandry. Car c'est à la fin de l'été que les 9 carrés du potager sont le plus spectaculaires. C'est aussi une période d'activité intense pour le chef jardinier, celle où les plantes produisent le plus. Comme tous les vendredis, il cueille avec ses équipes les légumes arrivés à maturité. Il y en a des belles. Ah, elles sont énormes.
Là, c'est l'aboutissement de toute une saison de travail, hein. Le mois de septembre, c'est là où, en général, on a la récompense. C'est nous qui les avons produits depuis la graine semée dans nos serres au mois d'avril jusqu'à la récolte maintenant, là. On n'est pas simplement juste des gens qui font entretenir un jardin. On est jardiniers, de la graine, le sol, à la récolte. On va faire des blanches ou... Des blanches? Ouais. Ok. Laurent et son équipe d'une dizaine de jardiniers cultivent ici 40 espèces de légumes, choisis selon des critères bien particuliers. On est sur un potager décoratif, donc notre but premier, c'est pas la récolte. Évidemment, on a la chance d'avoir des beaux fruits, donc on les récolte. Mais c'est d'associer les couleurs des légumes, les formes et le graphisme pour que ça soit un tableau végétal très, très compact, très dense. On dirait presque comme des touches de peinture d'un peintre. Donc ça, c'est tout l'enjeu du plan de préparation l'hiver pour obtenir ce résultat-là après au printemps. 2 fois par an, les jardiniers replantent l'ensemble du potager. Pas moins de 25 000 légumes et 12 000 fleurs forment ces compositions. Là, ce carré est un bon exemple de ce qu'on a voulu faire dans notre projet de tableau végétal, avec la diversité des légumes. On a ce pourpre du basilic, très très foncé, là, ce noir, qui va s'accorder également avec le rouge des blettes. Et puis on a le graphique des poireaux, très très érigé, très, très droit, bleu violacé là, de ce poireau Saint-Victor. On s'applique même à essayer de planter en jeunes plants, très très droits, qu'ils poussent tous dans le même sens par rapport aux fenêtres du château. Ça fait quelque chose de très rectiligne. Le défi pour le chef jardinier, c'est de garantir la beauté des parterres jusqu'à l'hiver. On a aussi le souci de privilégier les légumes qui nous feront notre décor pour la fin d'automne, voire jusqu'à Noël. Par exemple, ici, on a le fenouil. Le fenouil, on l'a un petit peu pincé cette semaine, mais il va devenir au mois de novembre haut comme ça, avec les toiles d'araignée, les premières gelées, tout ça. Ça fait des photos magnifiques. Donc voilà, la saisonnalité aussi rentre en compte dans nos choix pour nos légumes. Ce potager, comme l'ensemble des jardins, est l'œuvre de Joachim Carvalho et sa femme Anne Coleman. Ils achètent le château en 1906. Passionné de patrimoine historique, Joachim se lance alors dans des travaux titanesques pour rendre au monument du XVIe siècle son style Renaissance. C'est dans le même esprit qu'il restaure les extérieurs. Il remplace le parc romantique à l'anglaise, aménagé au XIXe siècle, par un potager décoratif au pied du bâtiment. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, Henri Carvalho, a pris la relève et perpétue cette ambition. L'une des raisons de cette proximité était que le propriétaire de ces fenêtres pouvait ainsi, vous voyez les fenêtres sont là, observer donc au XVIe siècle les nouveaux légumes venus des nouveaux mondes, d'Amérique notamment, les tomates, les poivrons, les aubergines. Et ce potager si proche du château, il avait donc une vertu botanique. On pouvait observer ces nouveaux légumes et voir comment ils s'acclimataient au sol français. Nous quittons la Touraine pour aller à l'extrémité du Val-de-Loire, en Anjou. C'est là que se niche le plus grand jardin oriental d'Europe, le parc de Maulévrier. Au mois d'avril, les arbres en fleurs créent l'événement. Au Japon, ils sont célébrés depuis des siècles. Le cerisier, c'est le réveil de la nature, c'est le début de la vie. Dans le symbolisme du jardin, la floraison printanière représente la naissance et la jeunesse. C'est gai, c'est joyeux, c'est des moments de vie, quoi, de bonheur. Didier Touzé a adopté les pratiques de taille japonaise pour mettre en valeur les arbres. Il a, je dirais, un tiers de ses branches, si on n'avait jamais rien fait. Ce qui fait qu'il est très très éclairé.
Dans les textes ancestraux japonais, le soleil qui traverse les houppiers des arbres doit pouvoir dessiner des ombres mobiles au sol. À l'autre bout du jardin, Didier a imaginé un lieu entièrement consacré aux cerisiers, pour recréer l'ambiance des parcs japonais au mois d'avril. Les cerisiers qui ont 25 années de plantation à peu près, qui annoncent le début de la prairie des cerisiers, puisqu'on va en planter d'autres là, pour faire une prairie vraiment sur le thème du cerisier. Les gens veulent visiter le parc oriental avec les cerisiers en fleurs, parce que c'est traditionnel au Japon, c'est déjà comme ça. Les Japonais vont dans les parcs, se ruent dans les parcs au moment de la floraison des cerisiers, parce que ça donne ça, quoi. C'est un feu d'artifice en même temps. Il me tenait à cœur de voir vraiment ce que ça donnait avec les premières floraisons, même si là il y a un peu d'avance cette année. Si on revient dans 2 semaines, 3 semaines, je pense qu'il y aura déjà beaucoup d'arbres qui ne sont plus du tout en fleurs. Donc il y a vraiment une période qu'il ne faut pas rater, quoi. Et vraiment, on n'est pas déçus, quoi. Ce jardin, c'est le rêve d'un homme. Au début du XXe siècle, l'architecte Alexandre Marcel transforme une partie du parc du Château Colbert dans un style orientaliste, très en vogue à l'époque. À partir des années 50, le site est peu à peu abandonné. Il faudra attendre les années 80 pour qu'une association se lance dans des travaux de défrichage et de taille et le sauve de la ruine. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Pour la première fois depuis 30 ans, un éminent paysagiste japonais vient apporter ses conseils. Il commence sur la terrasse du château pour adopter le point de vue du créateur, Alexandre Marcel. Vous voyez, cette perspective me donne l'impression que le jardin se poursuit très loin. C'est un jardin très étendu. Mais cette perspective est bloquée par les arbres. Je pense qu'ils empêchent les visiteurs de se rendre compte de la richesse de ce jardin. C'est pour ça qu'il faut tailler les branches de ce catalpa pour faire en sorte que le pont rouge soit davantage visible d'ici. Ça, c'est votre mission. L'assistant du professeur Fuji est déjà à l'œuvre au sommet du catalpa, sous l'œil attentif des jardiniers du parc oriental. C'est un arbre que nous, on entretient depuis déjà des années, qui a une faculté à réagir très vivement à la taille, par des rejets très longs, très rigides, pas très heureux esthétiquement. Donc je pense que plus il va en couper, plus on aura de rejets, donc plus de travail. Au niveau de tes pieds à gauche, il reste une branche à traiter. Il ne va pas couper de gros bois. J'ai confiance. Je pense qu'ils connaissent les essences, savent comment l'arbre est capable de réagir et ils travaillent le paysage. Donc je navigue en confiance. Celle-là, tu peux la supprimer entièrement. Laquelle? Celle-ci? Les deux, celle de côté et l'autre aussi. Mais pour les jardiniers français, le plus surprenant reste à venir. La leçon se poursuit sur un autre arbre du parc, un if du Japon. Il faut diminuer le volume de cet arbre. Mais il faut faire attention de conserver la forme naturelle d'un if du Japon. L'if est conique. Il faut tailler les branches comme ça. Allez, à vous de jouer maintenant. Yann, Benoît, allez-y les gars. C'est maintenant aux jardiniers français de passer à l'action. Au sommet de l'arbre, l'assistant du professeur est là pour montrer comment tailler les branches. Et au sol, le maître japonais dirige les opérations. C'est la première fois que ça arrive au parc, que le professionnel japonais vient agir directement sous les conseils de son professeur. Faut qu'on en profite. Je pense qu'il n'y a que du bon à prendre. Alors voilà, on tend les oreilles et puis on ouvre les yeux. Il faut d'abord couper au bout. Cette branche est trop longue, n'est-ce pas? Donc la priorité est là. En 2 heures, l'if a subi une taille radicale.
Il ressemble plus à ce qu'il ressemblait, c'est sûr. Nous, on avait choisi une forme d'arbre retombant. On avait volontairement coupé la tête pour le rendre en forme étalée retombant. Et là, on cherche à redonner une forme pyramidale. Donc, on est à l'opposé. Donc, voilà, c'est une métamorphose. La taille permet aussi de restituer la vue du château. À mon avis, on respecte l'intention d'Alexandre Marcel. C'est extrêmement important de conserver le jardin sous sa forme historique. C'est un patrimoine merveilleux qu'il faut absolument transmettre aux générations futures. Professeur Fuji lit le jardin en paysage le plus naturel possible. Il n'est pas trop pour les tailles architecturées. Pour lui, c'est de l'accessoire qui vient donner de l'ambiance. Nous, on était à fond sur nos tailles. Oui, taille, oui, mais peut-être pas la taille qu'on faisait. Donc tout doucement, on va peut-être dévier un peu nos façons de faire, nos façons de regarder le jardin en tout cas. Je pense que ça nous fait avancer. Ça fera avancer le parc.